Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Je dirais de recruter tout de suite un talent acquisition, par exemple, c'est que bon, ok, le recrutement c'est stratégique, ça peut être prio, mais une fois que les personnes elles ont été recrutées, qu'est-ce qu'on fait ? Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yaniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Notion. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yaniro Wiki, allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Manon, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, ça va très bien, merci, et toi ? Eh ben écoute, ça va bien. Petit vendredi ensoleillé de mon côté à Villejuif. On est en train de démarrer l'après-midi ensemble avec Manon. Il refait beau, les jours rallongent. Et comme d'habitude, on va parler de quelque chose de super intéressant sur le podcast. Donc, je suis content, que veux-tu, hein. C'est assez simplement ça qui me met en joie. En tous les cas, je te remercie d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Je ne sais pas si celles et ceux qui nous écoutent te connaissent ou Bodyguard, donc je te propose de commencer par une petite présentation. Avec plaisir. Eh bien, écoute, moi, c'est Manon Saletaz. Donc, je travaille dans les ressources humaines depuis environ 10 ans maintenant. Et ça va faire 6 ans, je pense, que j'ai intégré l'environnement startup avec des fonctions très généralistes. Et ça va faire peut-être 4 ans que j'intègre 4-5 ans que j'intègre des projets à des niveaux de développement moins avancés à chaque fois que je rejoins l'entreprise, donc avec des challenges toujours super intéressants. Et Bodyguard, est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots et peut-être tu parlais de projets de plus en plus au début. Donc Bodyguard, combien vous êtes aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça fait ? Combien vous étiez quand tu as rejoint Bodyguard ? Ça va être très intéressant par rapport au sujet de l'épisode, évidemment. Absolument. Alors, j'ai rejoint Bodyguard en fait pour créer le service RH. Donc, à l'époque, on était une vingtaine, 25. C'était en janvier 2022, donc l'année dernière. Donc, Bodyguard, ce que l'on fait, en fait, on est une solution SaaS B2B. Notre mission en fait c'est de protéger nos clients qui peuvent être des personnes ou des entreprises contre la toxicité en ligne, et on le fait via une intelligence artificielle qui supprime en fait de manière automatique, autonome, instantanée et intelligente tous les messages en fait à caractère toxique qui peuvent être présents sur les plateformes de communication de nos clients. En fait, on est des experts de la modération via une intelligence artificielle. Et donc, vous êtes entre 40 et 50 aujourd'hui, c'est à peu près cela ? Absolument, aujourd'hui on est 45 et on a prévu d'être une cinquantaine, un petit peu plus de 50 à la fin de l'année 2023. Ok, donc ça nous positionne un petit peu et vous connaissez le dada maintenant. Avant d'enregistrer, on prend un peu le temps de sonder ce dont on veut parler, et ça a été le cas avec Manon. Et comme tu le disais, toi tu as eu l'occasion de passer dans différents projets. 6 ans en startup scale-up, je trouve que ça se place presque dans les pionnières. Je ne sais pas s'il y a grand monde qui a fait beaucoup de startup scale-up en 6 ans, parce qu'il y a 6 ans, il y avait peut-être un peu moins de RH en startup et en scale-up. Et du coup, vous l'avez compris, vous avez cliqué sur l'épisode, donc vous savez très bien de quoi on va parler. On va parler un peu des premiers pas RH d'une entreprise. On va quelque part jouer le rôle de conseiller, conseillère à des CEO, des founders qui se posent la question de « Ah, mais en fait, je dois commencer à recruter un RH à partir de quand ? Combien de personnes ? Est-ce que si c'est pas des personnes, c'est un moment précis de la vie de la boîte ? Et quand on dit recruter un RH ou une RH, en fait, c'est quoi ? C'est un profil généraliste ? Est-ce que ça doit être un talent acquisition manager ? Enfin, toutes ces questions qui, pour l'anecdote, je suis très content qu'on fasse cet épisode parce que j'aurai des réponses plus précises à des questions qu'on me pose absolument tout le temps. Moi, les founders me demandent régulièrement oui, tu dis qu'il faut recruter des RH, est-ce que c'est le moment, combien, machin, tout ça. Et moi, je m'entoure des meilleurs, et aujourd'hui, la meilleure, c'est Manon. Donc, on est parti ? On est parti.
Eh ben, commençons par le commencement. Donc, on va poser le tableau. Aujourd'hui, tu vas jouer un peu le rôle d'une experte RH qui connaît bien l'environnement Startup Scale-up, donc ça t'est pas du tout inconnu, et qui va s'adresser avant toute chose à des profils qui sont peut-être moins verticaux sur le sujet RH, à savoir des founders qui montent un projet, et puis à un moment donné, on se dit, bon, bah apparemment, les RH, ça fait partie de ce qu'il faut faire. Jusqu'à présent, on l'a un peu fait comme on le faisait à la main, et ça nous a amené jusque-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça va être un peu ça l'angle. Donc, moi, la première question que je me pose, donc je vais jouer le founder, hein, si tu veux, c'est quoi le déclencheur du moment où ça vaut le coup de commencer à recruter un profil RH? C'est un nombre de personnes, c'est un moment, enfin toi tu le manifesterais comment? Moi, je pense que ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un nombre de personnes et ça peut être un moment, en fait. Je pense que c'est le moment. Si ça doit être un nombre de personnes, je pense que ce serait peut-être autour d'une vingtaine de personnes, parce que je pense que quand on a une vingtaine de personnes à gérer, les choses commencent à se compliquer. On a de l'admin, on a du payroll, on peut avoir des problématiques de fin de contrat qui commencent à arriver. Hein. Disons que on passe la première année, on a recruté ces 10, 15, 20 personnes. On peut être amené à mettre fin à des contrats. Et là, je trouve que on rentre dans une phase où c'est quand même bien que ce soit quelqu'un qui gère ces sujets-là. Donc oui, ça reste assez admin, mais si on les gère mal, ça peut avoir des conséquences en fait assez importantes derrière. Parce que moi, je trouve que sur tous les sujets RH, quand on gère mal les choses, ça touche à notre réputation, à notre marque employeur, à la manière dont on s'occupe de nos salariés, que ce soit ceux qui sont là ou ceux qui partent. Et moi, je trouve que c'est fondamental en fait à chaque moment en fait de la vie d'un salarié d'une entreprise de le gérer correctement. Donc je dirais ça en fait, c'est-à-dire à un moment donné, quand on n'est plus capable en fait de gérer une situation avec un salarié correctement, on a besoin d'aide sur ces sujets-là. Ouais, c'est important ce que tu dis parce que c'est marrant, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais la partie administrative, c'est peut-être la partie dont on parle le moins en RH, enfin, nous y compris, hein, on en a très peu parlé, je crois, dans ce podcast. Et pourtant, ça reste un point de départ, je dirais, de la vie RH ou de la complexité RH fondamentale. Et surtout, même si, alors, moi je t'ai dit que je jouerais le founder, donc je vais parler comme un founder avec le côté crispant que ça a aussi, hein, mais je force le trait. Même si on pourrait dire, oui, bah, en même temps, c'est pas, j'allais dire, c'est pas fun, ça apporte pas de valeur, enfin, c'est pas comme les sales, etc. Dans la vraie vie, quiconque a déjà été salarié dans sa vie, c'est qu'un contrat de travail mal gaulé, qu'on reçoit en retard, une fiche de paye, enfin, une paye en retard et tout ça, c'est dramatique, en fait, en réalité, et ça crée des gros problèmes. Hein. Absolument, en fait, parce que ça vient pour moi effriter la confiance que le salarié peut avoir en l'organisation. Et en fait, ça, c'est des petites choses qu'on pense ne pas être importantes, mais en fait, c'est fondamental parce que finalement, c'est les fondations de la confiance que le salarié va avoir en l'entreprise. Et finalement, ça passe par quoi, comme tu le dis, c'est-à-dire un contrat de travail qu'on reçoit un mois après, une fiche de salaire sur lesquelles il y a des erreurs, un solde de tout compte qu'on reçoit aussi peut-être un mois après, qui est pas le bon. Un founder qui a pas le temps en fait de répondre à certaines desiderata, ça peut paraître débile, mais je veux dire, un salarié il a besoin d'une attestation parce qu'il est en train d'acheter un appartement ou et que en fait il est constamment en train de courir derrière son founder pour l'avoir. En fait ça peut être très crispant en fait. Et ça, en fait, ça engendre de la frustration chez les collaborateurs dont on peut se passer. Voilà, simplement en ayant quelqu'un qui s'occupe de ces sujets-là, parce que je pense que l'ARH aussi, on est garant en fait de la partie de la compliance en fait de l'entreprise en termes de droit du travail, effectivement de contrat, de payroll, on a de l'affichage obligatoire. Enfin, je veux dire, on a tout un ensemble de contraintes légales en RH qu'il ne faut pas sous-estimer. Et qu'il est important en fait de bien cadrer et backuper. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est y a une règle que je trouve pas assez simple, mais qui est loin, qui facilite la vie. De quand est-ce qu'il faut ou quand est-ce que c'est intéressant de recruter quelqu'un? C'est toujours intéressant de recruter quelqu'un quand du build devient du run.
Typiquement, j'en sais rien, moi, vous testez des trucs sur TikTok pour faire de l'acquisition client et vous le testez un peu et c'est l'équipe content qui s'en occupe et en fait ça prend et du coup vous faites ça tous les jours, etc. Ce qui était un projet build un peu exploratoire devient du run, un truc que vous allez faire tout le temps. Et là c'est le moment où ça vaut le coup de recruter parce qu'en fait globalement sinon ça va juste surstaffer quelqu'un. Là c'est un peu pareil, ce qui était du pseudo build au début d'une boîte, à savoir on découvre ce que c'est, les premiers contrats de travail, les premiers CDD, les premiers alternants, les premiers tout ça. À un moment donné, c'est du run. Va falloir payer les gens tout le temps, va falloir gérer les contrats de travail, les onboarding, les machins et tout ça. Et ce qui m'amène une question un peu pointue sur le profil, parce qu'un autre truc qui va devenir du run assez vite dans la plupart des boîtes type startup scale-up, c'est le recrutement. Normalement, une boîte de type startup scale-up, elle grandit, en tout cas c'est toujours mal qu'on lui souhaite, et donc elle recrute, et donc le recrutement c'est du run. Ce qui m'amène donc à la question du casting de premier ou de la première RH que je recrute. Est-ce que je recrute un profil plutôt presque office manager qui va gérer l'admin et s'assurer que justement l'expérience collab soit super bien de bout en bout sur l'administratif, l'onboarding et le reste? Est-ce que je recrute un profil talent acquisition manager pour faire du recrutement? Est-ce que je recrute un profil couteau suisse? Est-ce que je recrute déjà un profil DRH qui a l'habitude de tout faire, qui va staffer son équipe après? Je suis un peu perdu. Je t'écoute maintenant. Écoute, c'est une excellente question parce que je pense qu'on peut se la poser et moi-même, j'aurais pu me la poser ou tu vois, demander à mes boss aujourd'hui la raison pour laquelle ils ont recruté un profil comme le mien. J'aurais tendance à dire qu'un profil généraliste HR manager au début, ça me paraît plutôt pertinent. Pourquoi ? Parce que normalement, tu as eu les différentes casquettes dans tes expériences passées. Je parle de mon cas par exemple. Avant de rentrer chez Bodyguard, donc j'étais effectivement HR manager, donc j'ai eu toutes les casquettes ressources humaines. J'ai fait du recrutement, j'ai fait de l'admin, j'ai mis en place des outils, j'ai tout fait. Après, j'ai envie de dire, ça peut dépendre des priorités, mais le problème de recruter tout de suite un talent acquisition, par exemple, c'est que le recrutement, c'est stratégique, ça peut être prio, mais une fois que les personnes, elles ont été recrutées, qu'est-ce qu'on fait ? Si t'as pas quelqu'un en fait pour gérer ces personnes-là, tu vas avoir un gros problème. Parce que tu auras eu beau attirer des talents, si à un moment donné t'es pas capable de les retenir, parce que malgré tout, je pense que avoir une présence en ressources humaines, ça permet aussi de garantir en fait normalement un climat, comme je te l'ai dit, de confiance, de compliance, et en fait tu vas poser des briques au fur et à mesure de toute ton organisation RH. Je pense que c'est pas, donc moi j'aurais tendance à dire un profil généraliste en fait, type HR manager. Ça me paraît bien. Donc j'imagine dans la scorecard, on va privilégier quelqu'un qui a été hands-on sur différentes missions RH dans différentes boîtes. On pourrait penser au recrutement, à l'onboarding, peut-être learning and dev, peut-être admin, peut-être des choses comme ça. J'imagine aussi insister lourdement sur le fait qu'au début, ça sera main dans le cambouis complet. Ça sera pas, tu auras une équipe, un budget, etc. Parce que dans les premiers profils, on peut pas. Complètement. Donc ça, c'est clair que je pense qu'il faut quand même l'avoir en tête. C'est que quand on est seul en RH au démarrage d'une startup, faut pas avoir peur de mettre les mains dedans. Et en fait, c'est ça qui peut être, qui moi, je trouve super intéressant, c'est que à la fois on est sur des sujets très opérationnels, et puis moi, ce que j'encourage en fait les CEO à faire, c'est aussi de laisser un pied à la stratégie à ce HR manager. Parce que c'est important en fait que les ressources humaines soient rapidement en fait et intègrent rapidement le comité de direction notamment. Et t'aurais, on va pas rentrer trop dans les détails parce qu'on a plein de choses à se raconter après, mais dans vue d'avion, t'aurais des drapeaux verts ou des drapeaux rouges sur des profils, typiquement genre ça c'est une fausse bonne idée, ou alors ça, si vous voyez ça, c'est probablement un profil que vous avez envie de rencontrer un peu plus loin dans le process. Moi, j'aurais tendance à dire, quand on commence comme ça sur des aventures dès le départ, recruter des profils en fait qui viennent de très gros groupes,
ça peut effectivement être une fausse bonne idée, même si il y a plein de bonnes pratiques derrière, mais sur le côté capacité en fait à être rapidement dans l'opérationnel et à gérer en fait seul plusieurs sujets en même temps. Disons que je pense que quand on a travaillé dans un très gros groupe, généralement on a rarement été seul, voire jamais. On a une équipe et en fait c'est pas tout à fait la même chose d'être exposé en fait comme on peut l'être exposé quand on est seul sur cette fonction. Ça, je pense qu'il faut pas le minimiser. Enfin, c'est vraiment quand on est seul. Enfin voilà, on est vraiment responsable de tous les sujets. Non mais Ouais, voilà, c'est seul et ça va être dur en plus. ouais, Hein. et Ça va ça être va très être dur. dur. En fait, et c'est surtout il y a un côté, il y a personne pour faire le taf à ta place quoi. Et en fait sur les sujets RH, il y a un truc, faut que ça avance en fait. Enfin tu vois, c'est Si tu m'autorises, moi j'ai deux petites pistes de réponse à cette question que j'aimerais crash tester avec toi parce que c'est des choses que j'ai vues. Moi je suis plutôt spectateur de ce genre de choses, mais j'ai aussi les cas de figure dans lesquels ça se passe bien et les cas de figure dans lesquels ça se passe moins bien. Donc je pense que le cas de figure, recruter quelqu'un qui vient d'un très grand groupe, en fait, tu as raison, il faut être très vigilant ou vigilante sur le fait que la personne sait fonctionner globalement sans budget et sans équipe, hein, pour faire simple. Mais ça ne doit pas être un absolu parce que typiquement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont un profil qui est très grand groupe et qui font de la magie en startup et en scale-up. Et je vais même aller plus loin. Ça fait tellement pas longtemps qu'on a des RH en startup et en scale-up que si on cherche que des gens qui ont fait plutôt de la startup et de la scale-up, il n'y en aura pas beaucoup dans le vivier. Ceci étant, par contre, je pense qu'il y a une pratique qui est très bonne à faire dans ces cas-là. Alors, c'est valable pour des profils RH, c'est valable pour des profils, on va dire, grosses machines tout court. C'est faire de l'anti-vente, en fait. C'est quand on arrive quelque part dans le process, dire, alors, juste pour info, ça va être le bazar, tu vas t'occuper de tout, tu n'auras pas de thunes et ça va être hyper frustrant et j'espère que c'est à ça que tu t'attends. Et en termes de paye, ce sera ça. Parce que combien de fois on arrive dans le cas de figure dans laquelle on recrute un profil qui vient de quelque part où la personne a slicé son salaire d'avant de 40%, sauf que le salaire que vous avez dans la boîte, c'est le plus haut salaire de la boîte parce que machin. Et en fait, la personne est hyper frustrée parce qu'elle voulait vivre le grand frisson startup, mais en mode L'Oréal, quoi. Donc avec plein de budget, plein d'équipes. Et en fait, c'est hyper frustrant. Donc, faut juste s'assurer qu'on se comprend bien sur les termes, on va dire. Et l'autre cas de figure qui est très différent, c'est il y a beaucoup de personnes qui sont lancées dans le RH en venant pas de là. En étant dans le sales avant, dans le marketing, des profils hyper débrouillards, super smart, etc. Je pense à des gens que j'adore qui sont en poste à l'heure actuelle. Et ça, pareil, pas vraiment de contre-indication. Vous savez comment on construit une scorecard. Hein. On la construit pas avec des proxys. On essaye de revenir aux compétences au démarrage. Et les compétences, on peut les acquérir autrement. Il y a un point qui est important, et je pense à ça, j'en ai parlé il y a pas longtemps en Founder, c'est que le problème en RH, c'est que RH, c'est un métier dans lequel on fait énormément de choses différentes. Et le gros problème, c'est que vu qu'on ne sait pas ce qu'on sait pas, ça c'est le cas de tout le monde, nos angles morts on les connaît pas, le fait de recruter quelqu'un qui a déjà, comme tu le disais, vécu un peu tous les métiers, ça permet d'arriver en disant bon alors voilà, le comp and ben on va le gérer comme ça, la carrière pass on va le gérer comme ça, parce que quelque part la grille est déjà posée, on sait déjà c'est quoi les cases à cocher. Si vous êtes un profil débrouillard qui vient du market, qui vient des sales ou je sais pas trop quoi, et que vous êtes hyper réactif, peut-être qu'il va y avoir des moments où vous saurez pas ce que vous savez pas, et il y a peut-être des trucs juridiques que vous savez pas, que vous faites pas, qui vous mettent dans l'illégalité. Et donc dans ce cas-là, il faut faire hyper gaffe, il faut avoir un groupe de pairs, des mentors, des choses comme ça, mais il faut trouver un moyen de ne pas être que dans la réaction, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Encore une fois, je pense que clairement la RH c'est un métier comme beaucoup de métiers, ça s'apprend, donc on n'est vraiment pas obligé d'avoir d'avoir un background RH, je pense, pour en faire. Mais comme tu le dis, il y a certaines choses en fait qui s'inventent pas en fait. Il faut les faire et comme tu dis, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc je pense que si on est mentoré, si on est accompagné, ça peut être le cas. Hein. Par exemple, nous, dans le cadre de notre levée de fonds, nos investisseurs, en fait, nous accompagnent aussi et peuvent nous accompagner sur des parties RH. Donc, si c'est le cas, ça peut être intéressant aussi. Enfin, je veux dire, on n'est pas toujours seul face à l'immensité de la tâche. Hein. Donc tout est possible si on en a l'envie et qu'on a le temps de se documenter, de faire de la veille, etc. Tout est possible. Dernière question avant de passer au premier chantier. Question piquante, mais si je joue mon rôle de founder, c'est la première que je me pose. Ça coûte combien ? Je budgète combien en fourchette pour un profil HR généraliste ? C'est sur celui-là qu'on tombe.
C'est une très bonne question. Moi, je pense que il faut pas. Enfin, si on veut quelqu'un d'un peu expérimenté, après, ça dépend aussi si on cherche quelqu'un, par exemple, qui va intégrer un environnement international, qui a besoin d'être bilingue. On est fourchette, hein. C'est juste que moi, je pense que la plupart des founders ont aucune idée de combien, Moi, je à pense quoi ressemble le marché du travail. voilà, entre 45 et 55 heures. Ok. Donc, ouais, le double chargé, on est au clair. Ok, très clair. Donc là, on est au début. Si vous voulez aller plus loin sur comment recruter son ou sa première RH, Jessica Jeziri avait fait de Ornicar avait fait un super épisode chez nous. Là, on va avancer dans les premiers chantiers. Donc, le fit est là. On est love to love. On est trop content. J'ai mon premier HR, ma première HR, et puis ça se passe bien. Donc, on va mettre en place les premiers chantiers. Qu'est-ce qu'on met en place dès qu'on arrive ? Déjà, je pense qu'on s'assure en fait que au niveau contractuel, enfin contrat de travail, est-ce qu'on est aligné par rapport à la convention collective dans laquelle, enfin, qui s'applique à notre secteur. Donc ça, c'est important. Dans la tech, c'est souvent la syntech. Il y a quand même des spécificités, des modalités différentes, des choses qu'on peut faire, qu'on peut pas faire avec le forfait jour, etc. Donc ça, je pense que c'est s'assurer déjà que nos contrats de travail ils tiennent la route. Et si c'est pas le cas, et ben faire en sorte que ce soit le cas. Une bonne manière d'éviter de finir bêtement dans Balance ta startup, hein, parce que c'est un vrai truc, ça. C'est ça. Donc ça, pour moi, ça me paraît assez Ou au important. prud'homme. En fonction de l'effectif, est-ce que il faut organiser les élections du CSE? Généralement, quand on arrive à 11 salariés sur 12 mois consécutifs, on est censé avoir des délégués, enfin un CSE avec une casquette de délégué du personnel. On est censé organiser des élections, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc, on est obligé de le faire. Donc sur la partie compliance, ça me paraît important. Est-ce qu'on est OK sur tout ce qui est affichage obligatoire? Bon, voilà, c'est vraiment très opérationnel ça, mais c'est des petits trucs il faut faire. Est-ce qu'on a au niveau du payroll, comment ça se passe? Bon, généralement, c'est externalisé parce que recruter quelqu'un qui fait en plus la paye, je pense que c'est difficilement envisageable. Donc, quel SIRH on a? Si on n'en a pas un, il faut en mettre en place un. C'est-à-dire, en fait, avoir une solution qui puisse vraiment dégager du temps le plus possible à la RH. Moi, j'ai intégré des structures où, par exemple, les jours de congé, on les rentrait dans un Excel, etc. Ça, c'est pas possible. Donc, on a un SIRH qui nous gère les absence requests, tout ce qui est demande de télétravail, tout ce qui est expense. Enfin voilà, un outil en fait qui vraiment va libérer du temps sur tous ces sujets à faible valeur ajoutée et qui est simplement en fait comment on récupère toutes les variables en fait qui vont impacter la paye à la fin du mois, quoi. Et un SIRH aussi qui va nous permettre de gérer éventuellement tout ce qui est suivi de la performance, parce que ça c'est important aussi de se poser la question comment en fait on suit la performance de nos équipes. Donc pour plusieurs raisons. Est-ce que les grilles, enfin la rémunération est liée à de la performance, ou à quoi est-elle liée? C'est-à-dire comprendre en fait le système de rémunération qui est en place et mettre en place en fait aussi un système qui tient la route. Et donc ça c'est important en fait de mettre en place ce type de process. Avec un outil aussi qui le fait automatiquement, parce que gérer une campagne d'entretien sur Word ou sur Excel, c'est quand même vraiment la tannée. Mettre en place des OKR. Pour moi, c'est un des sujets, et je le dis parce que c'est vraiment une des premières choses en fait dont j'ai parlé avec le CEO de Bodyguard, c'était ça en fait. Est-ce que les salariés ont des objectifs? Est-ce qu'on sait où on va en fait en tant qu'entreprise, en tant qu'équipe, etc. Ça me paraissait fondamental parce que c'est ça aussi qui va permettre aux managers de dire voilà les règles du jeu qui ont été posées. Toutes les personnes en fait qui ne respectent pas ces règles, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et ça permet aussi de mettre un cadre sur quand on veut se séparer d'une personne, parce que ça arrive souvent, l'ARH arrive, on n'est pas satisfait de certaines personnes, vas-y, il y a cette et cette personne qu'il faut faire partir. Oui, enfin bon... en fait, ça se passe pas comme ça. Donc, oui, bien sûr.
Donc pour moi, ça, c'est des choses qui sont hyper, voilà, des premières briques assez importantes à mettre en place rapidement. Trop bien. Je vais juste essayer de compléter sur chaque brique avec toi pour bien étoffer ce que tu dis. Donc, on commence par les obligations légales. Ouais. Effectivement, comme tu disais, il y en a un certain nombre, élection du CSE, affichage obligatoire, s'assurer que les contrats de travail sont conformes. Je teste des trucs, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais il y a une partie qui est extrêmement casse-bonbon, mais qui va vous économiser des grosses frayeurs plus tard. C'est si vous avez des BSPCE, c'est très cool, mais par contre, c'est un enfer de complexité. Donc, assurez-vous d'avoir des contrats de BSPCE qui sont très très bien rodés, parce que sinon, vous vous assurez un aller simple faire le prud'homme plus tard. Je caricature à peine parce qu'en réalité, c'est quand même globalement comme ça que ça se passe en général. Ça part d'un dispositif d'incentive qui termine en boucherie. Donc, et ça, bon, évidemment, votre RH, si super soit-il, pourra juste vous rediriger vers un avocat dont c'est le boulot, hein, globalement. Mais en tout cas, c'est important de faire ça. SIRH, la stack la plus simple, c'est quoi en termes d'outils? Qu'est-ce que tu recommandes? Différentes options, si tu en as plusieurs que tu trouves bien, mais quelqu'un qui débarque complètement. Alors moi, je pense que quand on commence petit, enfin normal, hein, mais quand on démarre, pardon, je pense qu'un outil comme Payfit peut être hyper intéressant parce que globalement, ça gère tout, ça fait le boulot. Donc c'est très bien. J'aurais tendance à dire que quand on commence à grossir, nous c'est le choix en tout cas qu'on a fait chez Bodyguard de partir en fait sur un cabinet de paye en fait et un SIRH. Donc nous on a utilisé Lucas qui est partenaire en fait d'un cabinet de paye avec vraiment des experts paye. D'accord. Donc Payfit pour commencer, pourquoi pas. Lucas pour la partie SIRH, avec un cabinet de paye si on veut s'en doter. Donc ça prend, pareil, un petit profane que je suis, ça prend la partie, j'allais dire suivi d'activité au complet. Donc la paye, les absences, les congés maladie, et tout ça quoi. Absolument. Ok, super. Donc ensuite, j'imagine un ATS pour le recrutement. On n'a pas tout à fait parlé, mais j'imagine qu'on suit le recrutement avec un outil qui va bien. Absolument, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais selon en fait le volume de recrutement que l'on a, je pense que c'est assez important de se doter d'un ATS assez rapidement, parce que quand vous avez des process qui impliquent plusieurs collaborateurs, en fait c'est compliqué. Enfin nous on a essayé de faire ça un peu de manière artisanale au début chez Bodyguard, mais c'est quand même vite compliqué. Donc là l'ATS ça fonctionne vraiment bien et ça simplifie beaucoup de choses. Encore une fois, quand on est seul sur ce sujet-là, ça me paraît impératif. T'en as que t'aimes bien, que tu recommandes? Nous, on a choisi Tim Taylor. Tim Taylor, ok. On s'est posé la question, on a fait plusieurs benchmarks de différents ATS et c'est celui-ci qui a retenu notre Votre attention. Absolument. Là, je passais assez vite sur ça parce que je voudrais mettre l'accent sur la partie qui, moi, me ravit le plus parce que, honnêtement, le considérer comme un chantier prioritaire, je trouve que c'est excellent ce que tu es en train de dire et c'est bien de le remettre à cette place-là. C'est la perf, en fait. La perf, alors, petite digression perf. C'est hyper paradoxal parce que la performance est au centre de la plupart des startups, parce que la croissance, parce que machin, tout ça. Je ne compte pas les boîtes, des fois hyper grosses, mais je parle de plusieurs centaines de personnes, qui n'ont pas d'OKR, pas de suivi de perf, pas de review, pas de 360, pas de machin, pas de ceci, pas de cela. Et effectivement, ça crée deux trucs qui sont super problématiques. Le premier, et tu l'as très très bien dit, le premier, c'est que du coup, on ne peut pas suivre la perf, globalement. Le deuxième, c'est qu'on n'a aucun point de data un peu solide pour savoir dire qui est super bon et doit donc être récompensé en tant que tel, peut-être avec du variable qui est dans le contrat de travail, peut-être avec des bonus exceptionnels, peut-être avec des promotions à prévoir plus tard sur des profils particuliers, ou dire ah bah là je suis désolé, on n'est pas au niveau, il y a un petit problème de perf, on se sépare bons amis quoi. Parce que si vous n'avez pas ça, si vous n'êtes pas capable de dire à quelqu'un, je vais prendre le cas le plus dur, si vous n'avez pas la capacité de dire à quelqu'un de votre équipe, bon bah ça fait 3 quarters que les OKR sont en berne, du coup faut qu'on commence à envisager d'offboarder en fait, ou en tout cas de recadrer et de voir sur ces dernières périodes d'OKR on relève le tir.
vous allez avoir un débat sans fin et vos managers vont se sentir très 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 malheureux parce que la personne va vous dire bah ouais mais je bossais sur autre chose, je suis quand même hyper engagé, puis je suis là depuis le début. Enfin, ça ouvre des discussions sans fin, tout simplement parce qu'on n'a pas un cadre de référence. Absolument, je suis complètement d'accord avec toi en fait. Pour moi, les OKR, ça pose le cadre, ça pose les règles du jeu, et en plus sur du très factuel. Et comme tu dis, en fait, ça évite de se lancer dans des discussions qui vont toucher soit à l'affect, en fait, soit ou de l'irrationnel, alors que dans ces cas-là, en fait, et comme tu dis, enfin, comment recadrer, en fait, si t'as pas de point de départ, en fait, t'as pas de cadre, en fait, à recadrer, enfin, c'est un enfer. Je pense que ça crée énormément de frustration chez les gens parce que justement, les personnes qui, elles, peut-être sont très engagées et considèrent être performantes, tu sais pas comment les rewarder. Les personnes qui ne le sont pas du tout, au final, tu fais rien parce que t'as pas forcément les moyens de faire quoi que ce soit. Donc, je pense que pour moi, c'est vraiment, ça crée un environnement très, très compliqué à gérer. Et parlons des outils qui soutiennent ça, parce que en fait, on va pas rentrer dans les détails. Là aussi, on a déjà fait des épisodes dessus, mais la performance, c'est très soutenu par des outils et des rituels, c'est-à-dire typiquement le fait d'avoir un système d'OKR avec des reviews tous les trimestres, ça facilite beaucoup les choses, mais les outils le permettent aussi. C'est quoi les outils ou les outils que tu conseillerais et qui sont accolés à quel type de rituel pour rendre la performance juste une routine de la société? Alors, nous, les outils, en fait, via Lucas, tu peux définir des OKR annuels, semestriels ou trimestriels. Donc après, c'est l'entreprise qui choisit, ça, comme tu le dis, sa routine. Donc, ça permet de les formaliser, de les partager et à l'ensemble des collaborateurs de suivre, en fait, son ou ses objectifs. Ensuite, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans une logique d'entretien en fait formalisé. C'est-à-dire que les managers doivent avoir cette responsabilité-là de suivre en fait les objectifs de leurs équipes et de faire des points réguliers sur la performance. Donc un autre outil en fait, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de ça, mais c'est de former ces managers pour à la fois leur permettre de savoir en fait comment on fixe des OKR. Qu'est-ce que ça veut dire en fait suivre la performance? Qu'est-ce que ça veut dire être garant de la performance? Que le manager il est garant de la performance. Enfin garant, ouais. Mais bon voilà. Un peu quand même. Il est garant de la performance. Donc pour moi, un autre outil, je pense, c'est investissez sur de la formation pour l'ensemble de vos managers. Alors, je vais évidemment être d'accord avec ça parce que c'est une partie de notre job, globalement. Mais cela dit, je veux pas créer un espèce de truc un peu bizarre où on encense la partie de notre activité. Mais moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais bien t'entendre parce que je sais que tu as des convictions qui sont fortes et c'est quelque chose que moi, je peux pas dire parce que forcément, je suis du côté de la vente, on va dire, là-dessus. C'est... je pense qu'on est de plus en plus conscient du fait que les managers ont un rôle important à jouer. Typiquement, en fait, en réalité, dès que la boîte grandit, si vous faites rien avec vos managers, vous allez voir deux trucs. Vous allez voir la performance qui baisse et le turnover qui augmente. Parce que globalement, c'est très dur d'être manager. Même si vous avez des gens qui sont hyper bien câblés, apprendre à être manager, c'est encore un autre jeu et c'est un skill set qui est assez large et assez spécifique. Et les erreurs coûtent hyper cher. Parce que si quelque part on se rate avec un direct report, c'est peut-être un direct report qui va partir parce qu'il va être dégoûté ou la perf qui a baissé, etc. Donc d'où l'intérêt de level up les managers le plus vite possible. La question qu'on peut se poser, sur laquelle j'aimerais bien t'entendre, c'est ouais, d'accord, mais est-ce que je suis obligé de mettre X milliers d'euros pour une formation? Est-ce que je peux pas juste leur faire lire un bouquin ou faire des petits ateliers qui seraient animés par la RH, qui sont des choses que j'entends beaucoup, en fait, que je vois beaucoup faire. Il y a un peu une tentation, c'est un peu l'équivalent pour moi du tableau Excel, mais de se dire, je vais le faire à la mano, ça passera, quoi. Alors non, clairement. En fait, pour ce sujet, je suis convaincue que non. Moi, en tant que RH, je veux dire, en toute humilité, je ne suis pas du tout une spécialiste du management. Enfin, parce que c'est pas mon métier. Je pense que c'est un métier de transmettre en fait ces connaissances-là. Que le management, ça se vit en fait. Lire des bouquins, c'est intéressant pour sa culture personnelle, etc.
etc. Mais je pense que manager, ça se vit, et donc avoir une formation avec une transmission de connaissances, avec des ateliers de pratique, avec du co-développement, enfin, de toute façon, pour moi, on est toujours dans l'apprentissage du management. C'est-à-dire que de toute façon, il ne faut pas le voir non plus comme un one-shot. Et je pense que ça, c'est important aussi de le dire. C'est pas parce qu'on va former une fois ces managers que c'est fini. Ça y est, Check. check. Non, mais voilà. Enfin, je pense qu'il faut vraiment envisager le management comme de la formation continue. Et les managers auront besoin, donc forcément, ils ont besoin d'une formation de base sur les fondamentaux, mais je pense que chaque année, il faudra en remettre une couche pour savoir si tout le monde est aligné. Et je pense que, de toute façon, la RH, elle a tellement d'autres choses à faire. En fait, encore une fois, c'est un métier. C'est un métier de transmettre de la connaissance, c'est un métier de la transmettre correctement, c'est un métier de transmettre ce que sont les fondamentaux du management. Et encore une fois, il faut le vivre, quoi. Et c'est pas en lisant ou en regardant des tutos que... Enfin, honnêtement, je pense pas. Parce que en plus, je trouve que c'est important aussi d'aligner tout le monde, en fait, sur les mêmes messages. Et je pense que quand on lit ou quand on regarde des vidéos, on peut interpréter des choses. Alors que quand on a un manager qui nous dit ça veut dire ça. Enfin, je veux dire, le management, c'est subtil aussi. Donc, je pense que ça demande et ça nécessite des explications, des exemples, de la contextualisation. Enfin, voilà, c'est pas un truc... non, on n'improvise pas. Bon. Ok, le message est passé et je suis évidemment d'accord. Petit chapitre recrutement, c'est quoi les premiers trucs qu'on fait? Comment on coordonne le recrutement avec un possible business plan qui se transforme en hiring plan? Comment peut-être, alors je dis ça, je sais pas si ça se fait beaucoup, mais comment est-ce qu'on se positionne face au recrutement opportuniste de dire peut-être qu'on arrête de recruter des gens au feeling, etc. Bref, premier pas d'un ou une RH dans une startup scale-up sur côté recrutement, au-delà de l'ATS, on fait quoi? Je pense on définit un process, on définit déjà ça passe par, effectivement, comme tu dis, il y a un budget, on a besoin de telle et telle personne. Déjà, on se pose la question de l'organisation. Quel est notre objectif et comment notre organisation va nous permettre de répondre à cet objectif-là? Et quels vont être nos besoins, en fait, en compétences et en talents pour nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Donc, je pense que ça, c'est une première question à se poser. Une fois qu'on est clair là-dessus, sur l'organisation que l'on pense être la bonne pour atteindre nos objectifs, on identifie des postes avec des niveaux de responsabilité, et de seniorité aussi, parce que quand on est dans une start-up, je pense qu'on a besoin quand même au départ de profils assez seniors pour porter, on va dire, l'opérationnel et la stratégie. Moi, ça me paraît assez important. Donc, de bien définir la job description, le scope, les seniorités, le niveau de responsabilité, et ensuite de définir un process de recrutement qui va être impliqué dans tout le process d'entretien, combien il va y avoir d'entretiens. Je pense que c'est hyper important de définir une scorecard, en fait, sur quels critères on va juger que cette personne-là, elle répond aux compétences qui sont nécessaires pour répondre à notre besoin. Et voilà. Oui, c'est déjà bien. Hein. Après, pour approfondir, je pense que vous avez des kilomètres d'épisodes dans The Human Factor. Là, l'idée, c'est de reposer un peu, effectivement, des chantiers fondamentaux. D'ailleurs, il y en a un dont on n'a pas parlé. Je serais assez curieux de savoir comment tu te positionnes par rapport à celui-ci. En gros, est-ce que c'est un truc RH? Est-ce que c'est un truc RH plus founder? Est-ce que c'est autre part? Quid de la culture, les valeurs, tout ça? Hyper intéressant, évidemment. Moi, en fait, pour moi, il n'y a pas de réponse absolue, hein, vous l'avez compris. Hein. Non, pour moi, c'est un sujet qui concerne les deux et qui doit concerner les founders en premier, parce que finalement, la culture, elle vient d'eux. Donc, je pense que pour moi, la RH, elle vient leur dire il faut formaliser ce qu'est notre culture, parce que ce qui se passe généralement, moi, je l'ai vécu. La culture, au départ, elle est très... elle a quelque chose d'inné, en fait. C'est-à-dire que les fondateurs ont créé autour d'eux une sorte d'environnement, de fonctionnement, mais qui est un peu tacite, en fait. Voilà, on sait à peu près ce que c'est, mais on ne sait pas vraiment le définir.
Donc là où les RH interviennent pour moi, c'est comment en fait on arrive à mettre des mots sur ce cadre. Comment on définit ce cadre-là et donc comment on exprime notre culture, comment on exprime nos valeurs, quelles sont-elles en fait, qu'est-ce qu'elles veulent dire, comment on les vit au quotidien. Et ça, en fait, pour moi, c'est le travail de la RH. Mais c'est vraiment de la co-construction à la fois avec les fondeurs, mais aussi avec le reste des collaborateurs, parce que une culture et des valeurs, ça se vit, et c'est pas quelque chose qu'on dépose comme ça. Tiens, au fait, les valeurs, c'est ça. Je veux dire, il faut susciter l'adhésion. Il faut vraiment. Ça se co-construit, quoi. Ouais, tout à fait. Et je vous donne donc mon petit avis non RH. En fait, vu de ma fenêtre, dans ce que j'ai vu qui fonctionne, il y a 2 manières de poser la culture. Il y en a une, ça c'est un truc que font les serial entrepreneurs, c'est au tout début. C'est-à-dire, on est 3 dans la boîte, ou 2,5 ou un truc comme ça, et on dit, on va monter à l'âne, et à l'âne, ça sera comme ça. Mais par contre, tu l'as dit très bien, là où tout est le même, c'est-à-dire c'est une charte qui est hyper claire, on dit les valeurs c'est ça, voilà ce que ça veut dire, voilà ce que c'est, voilà ce que ça n'est pas. Si vous n'avez pas lu le livre Healthy Business de Jean-Charles Samuelian qui décrit un peu la culture d'Alan, je vous invite à le feuilleter. Ça donne une petite idée de à quoi ça ressemble une charte qui est claire. Netflix a fait ça aussi, enfin, c'était assez connu. Et en fait, effectivement, si vous avez loupé cette première bretelle d'autoroute qui est le tout début, parce que du coup, si vous avez la charte, après, vous allez recruter selon cette charte, vous allez créer une grille de REM selon cette charte, et tutti quanti. Si vous avez loupé cette première bretelle d'autoroute, et que vers 15-20 personnes vous vous réveillez, là, vous avez plus d'autre choix, et c'est pas un problème en soi, mais en gros, pour le faire dans les règles de l'art, que de le faire en co-construction. Parce que vous le souhaitiez ou non, la culture existe en fait. Elle est juste pas formalisée. Mais vous êtes un bateau dans lequel il y a des règles de vie à bord. Et ça va être votre job. Et donc, c'est là où la RH intervient totalement, et notamment, même dans la version 1, va falloir remettre la culture à plat régulièrement dans la vie de la boîte. Et c'est là où, vu que c'est un exercice de toute l'entreprise, de co-construction, et qui est une petite bécane quand même à mettre en place d'un point de vue projet, où la RH est un très très fort soutien en règle générale. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'on oublie des chantiers ou est-ce qu'on passe un peu à une partie évolution dans les premiers mois, les premières années de vie, ou est-ce que j'oublie quelque chose ? Écoute, je pense qu'on a parlé de la partie compliance, la partie outils, plus admin, de la partie recrutement. Voilà. Après, moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est de se doter d'un bon partenaire légal, en fait, donc d'un avocat en droit du travail. Et ça, je pense que c'est hyper important d'avoir quelqu'un de confiance qui soit réactif sur les sujets. Parce que en RH, on a besoin d'aller vite. Donc, quand on a un problème, si son avocat nous répond une semaine après, parfois, en fait, c'est trop tard. Donc, pour moi, c'est hyper important, voilà, de trouver un prestataire qui soit fiable et très réactif pour nous accompagner sur les sujets légaux. Ouais, tout à fait. Comme effectivement potentiellement un cabinet sur le payroll si besoin est. Et du coup, alors moi j'ai une question. Il y a des choses, tu les as déjà dites, donc on va pas paraphraser, mais effectivement pour les rappeler, oui, idéalement, votre profil RH doit être au COMEX, CODIR, doit être dans la partie décision. Soyons très clairs, on ne va pas créer des règles absolues et créer des trucs très compliqués dans une boîte de 15 personnes avec un directoire, un machin. Mais en gros, partez du principe que c'est un sujet qui est compliqué, qui est multifacette et donc qui va avoir un impact très fort sur la croissance de votre boîte. Si vous me demandez mon avis, moi je considère que globalement, la partie people, moi j'aime bien people, je trouve ça plus joli que RH, c'est la croissance de l'interne. De la même manière que vous croissez en externe, la croissance de l'interne, ça se joue au people et il n'y a qu'une personne qui pilote ça au quotidien. Donc ça, il n'y a pas trop de débat. Une règle, parce que ça, je sais que c'est pas facile de se positionner quand on est founder. Est-ce que tu as une règle de je vais pas dire nombre de personnes dans l'équipe RH, mais est-ce que tu aurais une règle de calcul sur à tel niveau d'équipe, si vous avez moins de X personnes, vous êtes sous-staffé, si vous avez plus de X personnes, vous êtes surstaffé. Je sais que c'est pas facile parce que forcément, c'est des profils soutien. C'est pas aussi simple, entre guillemets, que des sales qui se payent eux-mêmes. C'est plus, ça apporte de la valeur, mais la règle de calcul est beaucoup plus difficile à créer. Donc, toi, de ton expérience, à un instant T, à quoi ça ressemble en termes de peut-être pourcentage
de la masse salariale, une équipe RH sous-staffée ou une équipe RH peut-être un peu généreuse, on va dire? Je sais pas si tu t'es déjà posé la question d'ailleurs. Si, je me suis déjà posé la question parce que je le vis en fait. Moi, j'ai été dans mes 2 dernières expériences. Bon, là, je suis seule. Dans ma dernière expérience, j'étais seule et en fait, on a été jusqu'à 80, voire plus, multi-pays. C'est hyper compliqué. En fait, si on veut bien faire son travail, c'est très compliqué. Donc moi, j'aurais tendance à dire, au-delà de 50, parce que pareil, hein, quand on bascule sur les 50, il y a le sujet du CSE élargi qui se pose et qui va demander aussi en matière d'obligation un effort supplémentaire à faire, hein, qui n'est pas toujours très rigolo, mais qu'on doit faire. Donc moi, je pense qu'au-dessus de 50, ça commence à être important d'avoir du soutien en RH. Parce que, et encore une fois, ça va dépendre de l'ambition de l'entreprise. Est-ce qu'elle a de gros volumes de recrutement qui sont prévus? Est-ce qu'elle a de l'ambition à l'international, d'ouvrir des pays à l'international? Enfin, si c'est le cas, en fait, c'est super important. Parce que quand on est seul, on gère énormément de choses en RH. Enfin, je veux dire, tous les sujets, en fait, être gérés par une seule personne et qu'une seule personne, en fait, porte la responsabilité des ressources humaines, en fait, c'est bête, mais s'il lui arrive quelque chose, voilà. Je dis pas que la boîte tourne pas, non, mais s'il y a personne pour gérer la paye, en fait, clairement, personne d'autre dans une boîte ne sait gérer une paye. Enfin, moi, je vois honnêtement, chez Bodyguard, mettons, j'ai un accident ou quoi que ce soit, je pense que ça va être un peu la panique, quoi. Non, mais et sur vrai. Des choses très, voilà, encore une fois, le payroll, mais après, on devient aussi une figure de référence pour l'ensemble des salariés sur différents sujets. Alors, je te partage et je vous partage une petite règle de calcul maison parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça nous arrive de travailler avec des entreprises, des startups, des scale-up au complet, on va dire, et qu'on doit se positionner sur la RH et sur d'autres endroits de l'entreprise, sur est-ce qu'on pense que ça roule ou pas. Dit autrement, quand on vient et qu'il y a une crise de croissance, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que ça a l'air d'être staffé pour répondre aux enjeux, ou est-ce que ça a l'air de déconner. Et une règle de si ça déconne, ou est-ce que ça déconne, c'est autre part, c'est presque un truc de RPS, mais en version accélérée. Et une règle de calcul qui s'avère être plutôt juste en général, mais tu as raison, ça dépend des boîtes, c'est de considérer que une équipe RH, en règle générale, quand c'est staffé à entre 5 et 8% de la masse salariale, on est bien. Moins que 5%, c'est chaud en fait. Ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, boîte de 50 personnes, 2 RH, whatever that means, c'est-à-dire peut-être un profil généraliste et quelqu'un qui est spécifique sur quelque chose, c'est pas déconnant. 100 personnes, 4 RH, c'est pas déconnant non plus. C'est un peu ce genre de règle de calcul que vous pouvez avoir à tous les niveaux. C'est-à-dire si vous êtes RH et que vous êtes dans cette configuration et que vous avez quand même l'impression de tirer la langue, il y a peut-être autre chose qui se passe dans l'orga et ça vaut le coup de regarder, un conflit d'associés qui vient rendre tout très compliqué ou quoi que ce soit. Et à l'inverse, si vous avez l'impression de tirer la langue parce que vous êtes tout seul ou toute seule et que la boîte fait 150 personnes, bien sûr, c'est comme s'il y avait un seul commercial, quoi. Ça va pas. Ça va pas du tout. Complètement, et puis je pense que ce que tu dis, c'est vrai, c'est que en fait les fonctions support, comme on les appelle, on dit souvent que ça crée pas de la valeur, donc en gros c'est pas celle qui croit en premier, mais je trouve que c'est une erreur en fait de faire ça, parce que les ressources humaines, déjà ce sont les personnes qui vont recruter en fait les talents de l'entreprise et qui pour la faire fonctionner. Donc, je veux dire, indirectement, on crée de la valeur en fait. On est garant garant. Je vais pas dire que du climat social aussi. C'est pas qu'on est garant parce que c'est une responsabilité qui est partagée, hein, parce que ce serait quand même très lourd de faire porter ce chapeau-là aux ressources humaines. Mais en fait, on met en œuvre un certain nombre de choses qui va permettre en fait justement à l'entreprise de fonctionner correctement. Donc indirectement, si on en crée de la valeur. Et je trouve que partir du principe que les fonctions support doivent trimer et qu'on doit les presser comme des citrons, je trouve que c'est un mauvais calcul à faire.
Moi, si je peux juste clôturer, à faire atterrir cet épisode sur une représentation que nous on a en interne et qu'on défend beaucoup, qu'on partage dans notre Yaniro Wiki. On a remis à jour, on a remis à plat toutes les bonnes pratiques de plus de 130 épisodes de podcast dans un wiki que vous pouvez trouver sur www.yaniro.co/wiki. Donc tout est organisé selon le framework que je vais vous proposer. Et pour moi, ça va totalement dans le sens que tu dis. Je rétropédale. En termes de business et de croissance pure, donc la croissance business, du chiffre d'affaires, le modèle le plus en vogue, c'est le modèle AARRR. Si vous faites pas de growth ou de marketing ou de sales, vous avez peut-être jamais entendu parler, je vais vous le faire, c'est très rapide. AARRR, c'est acquisition, activation, revenu, referral et, j'en oublie un, rétention avant referral. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que pour qu'une boîte grandisse, il faut faire de l'acquisition client, que ce soit de la prospection, du contenu, du marketing, de la pub ou quelque chose comme ça. Il faut de l'activation, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné que les users comprennent que le produit est super bien. Ah bah tiens, j'ai commandé Bodyguard et j'ai le premier aha moment de ah mais ma vie elle va mieux, j'ai moins d'anxiété, etc. Je commence à bosser avec Yaniro, c'est bien parce qu'il commence à se passer des trucs cool. Ok, c'est l'activation. Après, on arrive dans R, revenu, donc c'est un modèle économique, il y a des trucs qui permettent de faire en sorte de monétiser tout ça. Il y a la rétention. Qu'est-ce que je fais pour que les gens continuent d'utiliser Bodyguard ou continuent d'utiliser Yaniro? Donc là, ça va être du côté du product chez Bodyguard, du côté du customer success, des choses comme ça. Et après, le referral, donc la cooptation. Comment est-ce que moi, je suis tellement content d'utiliser Bodyguard que j'en parle à tout le monde, et puis Manon, elle est tellement contente d'utiliser Yaniro qu'elle en parle à tout le monde. Et cette boucle se suffit à elle-même, et c'est ce que n'importe quel CEO ou board member va utiliser pour la croissance. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on oublie que la croissance, ça se fait en interne, et ça suit le même modèle. Il faut de la talent acquisition, donc de la même manière que les clients ils se trouvent pas par terre, les talents non plus. Il faut de la talent activation, donc là c'est l'onboarding. Si on veut qu'il y ait le aha moment et que très vite les talents se disent oh, c'est trop bien Bodyguard, je veux rester ici versus tiens chérie, je me demande si j'ai pas fait une bêtise. Ça se fait pas au hasard, c'est de l'onboarding de la même manière qu'il y a un onboarding client. Là il n'y a pas de revenu évidemment, mais il y a du ramp up. C'est-à-dire comment est-ce que je fais en sorte que non seulement les gens soient chez nous, mais soient chez nous en donnant le maximum de ce qu'ils peuvent donner de manière saine. On n'est pas là pour les presser comme des citrons, on est là pour qu'ils soient fulfilled, en fait, qu'ils soient contents. Et ça, pareil, ça se fait pas du tout seul. Ça se fait en formant les managers, ça se fait en faisant des trucs sur la santé mentale, ça se fait en ayant un bon board, une bonne leadership team, des choses comme ça. Ensuite, la rétention. Donc là plutôt la fidélisation, comment on s'assure que les gens restent j'allais dire aussi longtemps que de manière saine ils peuvent rester et qu'ils partent pas de manière précipitée. Et après il y a la cooptation, donc le referral, et tout ça c'est la même boucle. Et le gros problème, la raison pour laquelle on se retrouve encore en 2023 à essayer d'expliquer la valeur des RH, c'est que pour les connaître un petit peu, et je les taquine, il y a beaucoup de founders qui pensent que tout ça va se faire tout seul. En disant, bah oui, non, mais maintenant qu'on a la boîte et qu'on a les clients, il n'y a plus qu'à trouver des gens et tout. Oh non, mais gars, les gens, ils sont durs à trouver. Mais attends, mais pourquoi ils sont pas contents et tout? Parce que c'est super dur de faire en sorte que tout le monde soit content. Et effectivement, il suffit que tu payes les gens le 3 plutôt que le 2 et qu'ils doivent payer leur loyer le 2 pour qu'ils paniquent. C'est suffisant. Et donc, effectivement, de la même manière que les équipes growth, on va pas les staffer avec une personne pour 200, les équipes people, faut pas non plus, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Cri du cœur, désolé. Non, mais c'est le sujet, c'est que c'est pas si évident. Enfin, comme tu le dis, dans la tête des founders, des dirigeants, voilà, c'est souvent, oui, comme tu dis, quoi. Mais ça, c'est pas si compliqué. Oui, enfin bon. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est vite, tu deviens vite schizophrène, quoi, en RH. Enfin, de gérer des sujets qui peuvent être, surtout quand tu es seul, à la fois très opérationnel. On peut te demander aussi, et c'est ça qui est intéressant, tu vois, quand tu évolues dans une entreprise, d'avoir une vue stratégique, faire le pont entre les deux tout le temps, ça demande beaucoup d'énergie. J'adorerais, on pourrait redémarrer un épisode là-dessus, mais il va falloir qu'on atterrisse. Si tu m'autorises, non, je vais terminer, parce que c'est quelque chose qui me tient évidemment énormément à cœur. J'aimerais vous laisser avec 2 insights par rapport à ça. Le premier, c'est
moi, j'ai une approche très bête et méchante des choses en général, très bon sens paysan. Et il y a quelque chose juste que j'observe, c'est que systématiquement, les plus belles boîtes du jeu auquel nous sommes tous en train de jouer, le jeu Startup Scale-Up, ont des équipes people qui sont staffées à 5 à 8% de la masse salariale. C'est systématique. Donc, à partir on reverse engineer à partir de là. Globalement, on voit comment font ceux qui réussissent et puis on se demande du coup comment on en arrive là. Et la deuxième chose, c'est si je suis pas du côté des RH, mais que je suis du côté des serial entrepreneurs, donc des gens qui ont monté plusieurs boîtes et qui commencent à comprendre un peu qu'est-ce qui marche pas. Alors évidemment, l'expérience, ça se mange pas en sandwich et c'est dur à transmettre, mais en tout cas, on peut toujours essayer de les écouter. Moi, j'essaye. Quasiment toutes les personnes que je connais qui ont vraiment monté plein de choses me disent tous la même chose. Ils me disent, en fait, assez vite, quel que soit le business dans lequel t'es, tu te rends compte que t'es pas dans le business que tu crois. T'es pas dans le business de la modération ou le coaching pour Yaniro. Quand t'es founder, t'es dans le business de trouver les meilleurs à chaque poste et t'assurer qu'ils donnent le meilleur et qu'ils soient contents. Point. Et ça sera à eux de faire le job, pas à toi. Donc c'est un truc de RH, quoi. Complètement. Globalement. Bon, et ben écoute, ouais. Petit mot du cœur. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Manon, merci beaucoup pour cette overview des premiers pas RH d'une entreprise. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve ? On veut discuter avec toi. C'est quoi la meilleure manière de faire ça ? Vraiment mon adresse email. Enfin, je la partagerai. Je suis sur LinkedIn, mais je vais être très honnête. J'ai pas le temps, donc je suis très peu active sur LinkedIn pour être tout à fait honnête. Donc en fait, le mieux, si on veut échanger, je serais ravie parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire. Je te partagerai mon adresse email et tu pourras la. Et on la mettra dans la description de l'épisode. Ouais. Ensuite, est-ce que tu as une ressource, un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices ? Alors moi, j'écoute beaucoup de podcasts parce que, pareil, en fait, j'ai pas trop le temps. J'adore lire, mais j'ai un petit garçon qui me prend aussi pas mal d'énergie et par ailleurs, je passe beaucoup de temps dans ma voiture, donc je passe énormément de temps à écouter des podcasts. Donc j'en écoute plusieurs liés aux ressources humaines. Yaniro, j'écoute votre podcast, Parlons RH. Sortie des RH, j'écoute un podcast que je trouve hyper intéressant. Donc c'est en anglais, mais ça s'appelle A Diary of a CEO. Et je vous le conseille parce que, enfin voilà, c'est vraiment très intéressant sur des niveaux plus high level. Mais voilà, après. Ça sera bien déjà. Hein. Ouais. Ça sera bien. Côté outils RH, on a fait un chapitre dessus, donc on va pas revenir, mais tu parlais de Lucas, Payfit avant, Tim Taylor, donc je pense que ça sera très bien. Mais en tous les cas, pour finir, tu connais notre tradition préférée, la tradition de passage de relais, la passage de micro en tous les cas. Si tu étais à ma place, qui est-ce que tu aimerais voir derrière le micro pour un prochain épisode du podcast The Human Factor ? Moi j'aimerais bien avoir un chief people officer par exemple d'une boîte qui a scalé et qui marche très bien, je sais pas, tu vois, ou qui a eu des problèmes des problématiques d'acquisition de boîtes, tu vois, je pense à Swile par exemple qui se développe pas mal. Moi ça m'intéresserait bien en fait d'avoir de l'insight un peu sur comment ça se passe dans ce type d'environnement. Et moi donc cher Chief People Officer, VP People de chez Swile, si tu souhaites venir, bienvenue. On te laisse le micro et le casque en partant. Et effectivement, la thématique acquisition, merge, tout ça, on n'a pas beaucoup abordé parce que c'est rare quand même globalement, et je serais très très content qu'on puisse faire un épisode là-dessus, effectivement. Écoute Manon, c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de t'être prêté au jeu. Puis il me reste plus qu'à te dire à très vite et à bientôt. Merci beaucoup, j'ai été ravie de passer ce moment avec toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yaniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain.